Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Bonjour Christian. Salut Bernard. Comment est-ce qu'il va? Ça va très bien. Alors, tu vas nous présenter une nouvelle hypothèse, une nouvelle ancienne hypothèse sur l'écrasement du vol de la Malaysia Airlines. Absolument. En fait, l'histoire est apparue et est ressortie, rebondie dans les médias il y a quelques jours avec la présentation à la télévision australienne d'une émission qui est l'équivalent de 60 Minutes, qu'on connaît bien ici au Canada et aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, on avait réuni un panel d'experts dans le domaine de l'aviation pour évaluer l'ensemble des hypothèses concernant la disparition de cet appareil, le MH370 de la Malaysia Airlines. Pour les gens qui nous écoutent, là, je rappelle les faits. L'appareil était parti le 8 mars 2014 de Kuala Lumpur. L'appareil avait décollé de Kuala Lumpur, devait assurer une liaison avec Pékin. Et à peu près quelques minutes après le départ, l'appareil, au moment où il quittait la couverture radar de l'aéroport de Kuala Lumpur, le pilote a dit bonne nuit Kuala Lumpur, bonne nuit MH370. Et après ça, toute une série de manœuvres plus ou moins inexplicables ont fait que l'appareil a changé de direction et l'appareil, c'est un Boeing 777, l'appareil a disparu avec ses 239 passagers à bord. Et au fil des années qui ont suivi, on a retrouvé quelques débris sur la côte orientale de l'Afrique qui montrent bien que l'appareil, à un moment donné, s'est écrasé dans l'océan Indien. Oui. Les débris retrouvés prouvent le crash de l'appareil, mais on ignore encore les circonstances qui ont fait que cet appareil a soudainement changé de trajectoire et comment il s'est finalement crashé dans l'océan Indien. Ce que l'on sait par contre, c'est que peu de temps après son départ, volontairement, et ça c'est très important de le dire, volontairement, quelqu'un a coupé les balises de l'appareil. Il faut savoir que dans la queue de l'avion, il y a des balises de transmission, les transpondeurs, qui envoient de l'information, des informations télémétriques au centre de contrôle, qui dit « je suis tel avion, je vole à telle vitesse, je me trouve à telle altitude », et ces données-là sont retransmises sur les écrans radars qui permettent de suivre l'appareil en vol. Cette balise, ce transpondeur, ne peut être coupé, ne peut avoir été coupé que de manière manuelle, donc volontaire. Quelqu'un, quelque part, a appuyé sur le bouton. Évidemment, tout ça fait que c'est très curieux et on laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un acte délibéré. Et c'est exactement l'hypothèse qu'ont développé ces experts du panel australien à cette émission du 60 Minutes. Ce qu'ils soutiennent, c'est qu'il n'y a pas d'autres explications possibles et ils émettent un scénario. En fait, ils pointent directement du doigt le pilote de l'appareil, un dénommé Zahri Ahmad Shah. On se rappelle qu'au lendemain de la disparition de l'appareil, son nom avait été évoqué. On avait fait des fouilles dans son ordinateur. On avait trouvé des simulations de vol qui montraient, toujours selon la simulation, comment détourner un appareil et comment l'amener au-dessus de l'océan Indien. Donc, évidemment, tout ça laissait sous-entendre une manœuvre délibérée du pilote en question. Oui. Alors, eux, ce qu'ils proposent, ils disent... puis il faut dire aussi qu'il y avait des événements politiques à l'époque. Il y avait la condamnation notamment d'un leader de l'opposition malaisien. Et ça s'était produit la veille du départ de l'appareil. Et on sait que ce Zahri Ahmad Shah était l'un des militants pour s'opposant au gouvernement malaisien. Donc, toute cette conjoncture d'événements ont amené ces chercheurs, ou en fait ces experts, à dire c'est sûrement lui le responsable. Et ils ont développé le scénario suivant. Ils disent, alors que l'appareil était en vol, le pilote a sans aucun doute provoqué volontairement une dépressurisation de l'appareil, ce qui fait que les passagers et les autres membres du personnel volant ont perdu conscience. Lui a simplement enfilé un masque oxygène, puisqu'il anticipait ce qui était pour se produire. Ouais. Et à partir du moment où tout l'équipage était endormi, on se rappelle qu'un incident semblable s'était produit, mais de manière accidentelle, dans un appareil un appareil grec qui s'était éventuellement écrasé et où tout le monde à bord avait perdu conscience à cause de cette dépressurisation. Dans le cas où l'on parle ici du MH370, la dépressurisation aurait été volontaire. Le pilote aurait volontairement changé de trajectoire l'appareil, le faisant passer à la frontière, en fait, de la Malaisie et des pays voisins. Et pourquoi faire ça? Parce que chaque contrôleur aérien, voyant l'appareil à la limite de sa couverture radar,
s'est probablement dit, cet appareil n'est plus sous ma juridiction. Tu comprends? Donc, on est comme dans une espèce de zone grise. À qui appartient l'appareil? Qui doit prendre le relais? Est-ce que c'est la Malaisie? Est-ce que c'est les pays voisins? On ne le sait plus. Et les experts australiens ont dit, si j'avais eu à faire disparaître un appareil, c'est exactement la trajectoire que j'aurais empruntée. Alors, à nouveau, cette hypothèse de l'acte délibéré, du suicide, en fait, parce que le pilote aurait éventuellement amené l'avion au-dessus de l'océan Indien pour le crasher, donc se suicider et entraîner dans la mort avec lui les 238 passagers qui étaient à bord lui. Très bien. Parle-nous maintenant de ce transfert de mémoire. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Écoute, Bernard, avant que je te livre ça, je te rappelle que je ne suis que le porteur de la nouvelle. Hein. Je veux pas que tu te lèves à la fin de la chronique, tu ailles voir les patrons en disant « Faut que ce gars-là soit enfermé. » là. OK. Quand j'étais gamin, écoute, je lisais, comme beaucoup d'adolescents de mon âge, j'étais un fanatique des romans de Bob Moran. Comme beaucoup d'adolescents, l'un de ces romans, une des séries de Bob Moran, parce que c'était souvent 3 ou 4 épisodes dans une série de romans, qui m'avait beaucoup frappé, c'était un roman qui s'appelait Les voleurs de mémoire. Et dans ce roman, donc, le némésis de Bob Moran va être un individu à qui on a assimilé 16 mémoires, des mémoires de scientifiques et qui devient quasi invulnérable à cause de ce grand pouvoir et cette connaissance multidisciplinaire qu'il a acquise. Mais évidemment, ça appartenait au domaine du roman. Et là, voilà que des scientifiques, et pas les moindres, des scientifiques de l'Université de Californie à Los Angeles, viennent de publier un article et l'article en question est publié dans un très prestigieux magazine scientifique. Et ces gens-là disent... Voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des escargots de mer, hein, c'est une espèce de limace qui a à peu près la taille d'un rat, et ils les ont conditionnés, c'est-à-dire que placés dans des réservoirs, les escargots ont reçu sur une période de temps, là, à peu près sur 48 heures, ils ont reçu 10 petits chocs électriques. Okay. Et à chaque fois, évidemment, il y avait un aspect de contraction de la queue de la fameuse limace en question qui entrait dans sa coquille. Donc, elle anticipait à un moment donné, et là, au début, c'était à peu près 1 seconde. Et à la toute fin, au moment où on était au 10e choc électrique, la rétraction, en fait, de la queue de la limace durait à peu près 1 minute. Okay. Alors, ce que l'on a fait à partir de ce moment-là, donc on avait ces limaces-là qui étaient conditionnées, qui savaient ou anticipaient ce qui était pour se produire. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris de ces limaces-là, on a extrait de leur système nerveux de l'ARN, qui est de l'acide ribonucléique, qui est impliqué dans la synthèse des protéines. On a pris cette substance-là et on l'a injectée. Écoute bien ça, là. On l'a injecté à des limaces qui n'avaient pas été conditionnées dans cette... Il n'avait pas été exposé au choc, là. Absolument pas. Et on les a injecté cet acide ribonucléique. Ouais. Et très rapidement, au début, on les place dans l'espèce de vivarium. On leur envoie un choc électrique. Elles vont réagir comme les autres limaces au début à une rétraction de leur corps dans leur coquille dans à peu près 1 seconde. Et ensuite, mais très rapidement, on voit après 3, 4, 5 chocs électriques, on voit très rapidement que ces limaces-là sont conditionnés. Exactement. Donc, s'il y avait eu un transfert de mémoire. Voilà, c'est d'ailleurs l'un des chercheurs a dit, c'est exactement comme si on avait transféré la mémoire d'une limace à une autre. Évidemment, là tu te dis, est-ce qu'on pourra le faire chez des êtres humains? Effectivement, il faut comprendre que chez les limaces en question, il y a à peu près 20 000 neurones. Chez les êtres humains, il y a 100 milliards de neurones. Mais ce qui m'a frappé à la lecture de cet article, et encore une fois, je te rappelle que c'est un article à caractère scientifique, ce qui m'a frappé à la lecture de cet article, c'est qu'il y a encore un débat dans le domaine des neurosciences, à savoir où est conservée la mémoire. Et ça, j'ai été très surpris. C'est un peu comme si la plupart des scientifiques, des neuroscientifiques, regardaient un ordinateur en se disant, voilà, c'est sûr que là-dedans, il y a de la mémoire, mais où est cette mémoire? Est-ce qu'elle est sur le disque dur ou est-ce qu'elle est sur la mémoire vive? Et dans le domaine de la neurologie, lorsque l'on parle du cerveau humain, les deux écoles qui s'affrontent, c'est une école qui soutient que la mémoire serait conservée dans les synapses. Les synapses, ce sont un peu comme des prolongements de la cellule nerveuse. Donc, la mémoire, et là, on parle de la mémoire, pas du mécanisme de la mémoire, mais les mémoires elles-mêmes, le souvenir. Donc, il serait conservé dans ces synapses, alors qu'une autre équipe de chercheurs disent non,
Elle est conservée dans le noyau de la neurone et dans ce noyau de la neurone, c'est là que se trouve l'ARN. Donc, cette substance que nos scientifiques ont extrait des cellules nerveuses de nos limaces pour les transmettre à une autre. Alors, dans un premier temps, si l'expérience devait être reproduite et confirmée, on aurait dans un premier temps une explication à tout le monde, on aurait une bonne indication à savoir où est conservée la mémoire. Et si c'est vrai pour les limaces, c'est sûrement vrai pour les humains. Donc, où est conservée la mémoire? Et à partir de là, bien sûr, pouvoir travailler sur les mécanismes de la mémoire. Et on le comprend. Dès qu'on parle de la mémoire, une des premières choses qui nous vient en tête, c'est la maladie d'Alzheimer. Ben oui. Alors, évidemment, ça pourrait être le premier jalon pour mettre de l'avant des traitements contre la maladie d'Alzheimer. Quitte à transplanter une mémoire. Quitte à transplanter une mémoire. Écoute, c'est vraiment, on est littéralement dans l'univers de la science-fiction. Vraiment. On s'arrête parce qu'au retour, on va y retourner dans l'univers de la science-fiction d'une certaine façon. En tout cas, vous connaissez l'expression avoir des yeux tout le tour de la tête. Ben, apparemment, il y a une étude qui démontre qu'on a effectivement des yeux tout le tour de la tête. Après la pause. Alors, juste pour vous dire là qu'on continue de suivre cette histoire là sur l'écrasement d'avion donc à la Havane avec 104 passagers à bord. On essaie de rejoindre quelqu'un là-bas là et dès qu'on réussira, on va mettre cette personne-là en onde. Si on n'y réussit pas, c'est Marie-Claude Lavallée qui prendra le relais à 15h. Donc, mais pour le moment, ça regarde vraiment pas bien là. L'écrasement, en tout cas, il parle pas encore de survivants. On va espérer qu'il y en a, là. Mais les nouvelles que nous avons jusqu'à maintenant sont pas particulièrement réjouissantes. On va retourner donc avec Christian à notre chronique insolite, là, des mythes et complots. Et parle-nous donc de cette découverte intéressante, mettons, hein, qui, dans le fond, qui concrétise l'expression avoir des yeux tout le tour de la tête. Oui, effectivement, qu'on croyait être un mythe, mais qui finalement n'en est peut-être plus un. Et ce que je te propose, c'est un article qui vient de paraître et pas le moindre, dans Nature. Et dans Nature, il s'agit en fait d'un groupe de scientifiques de l'université de Tohoku au Japon qui ont fait une recherche sur effectivement cette expression de avoir des yeux tout le tour de la tête. On a tous connu, quand on était gamin, on avait l'impression que nos parents étaient comme ça. Oui. Et on avait aussi, on regarde par exemple dans les classes, à l'école, au primaire par exemple, on a souvent l'impression que alors qu'on sait souvent les enfants sont agités, et alors que le professeur, l'instituteur est allé au tableau à écrire, on a souvent l'impression qu'il y a des yeux tout le tour de la tête et qu'il voit derrière lui ce qui se passe. Évidemment, il y a tout un mécanisme d'anticipation parce que le professeur connaît ses élèves, mais parfois on est presque à la limite de la perception extrasensorielle. Alors que les chercheurs japonais disent non, ça n'a rien à voir avec la perception extrasensorielle. C'est simplement une reconstitution de notre cerveau. Et là, je vais essayer de t'expliquer ça. En tout cas, je vais essayer de vulgariser ça parce que c'est pas très simple. Mais il faut savoir que notre champ visuel est relativement restreint. Est-ce que tu savais, par exemple, Bernard, qu'au centre de ton œil, il y a un endroit qui est dépourvu de récepteurs? Donc, en théorie, quand tu regardes, tu devrais avoir un trou blanc au milieu de ton œil. Je n'ai pas de trou blanc, à ma connaissance. Et pourquoi tu ne l'as pas, ce trou blanc-là? En fait, c'est parce que ton cerveau, on ne le voit pas, mais ton œil fait ce que l'on appelle des saccades. Ce sont des micro-mouvements qui permettent légèrement de voir à gauche, à droite, en haut, en bas. Et ton cerveau recompose l'imagerie. Donc, il fait une image de ce qu'est la réalité. Et à partir des informations que lui transmet ton champ visuel. Mais ton cerveau fait beaucoup plus que ça. À ton insu, je vais reprendre la même analogie qui est donnée dans le magazine Nature. C'est un peu comme si ton champ visuel était regardé dans une pièce à travers le trou d'une serrure. Donc, évidemment, si tu ne bouges pas, tu ne vois qu'une partie de la pièce. Mais à ton insu, ton cerveau ou ton œil se déplace légèrement vers la gauche, légèrement vers la droite, ce qui fait donc qu'il voit plus grand que ton champ visuel si tu ne voyais que de manière statique derrière le trou de la serrure, et il recompose une image de ça. Et il le fait avec
tout ce qui est perceptible dans son champ visuel et tout ce qui est perceptible dans son champ auditif. Donc, les ombres à gauche, à droite, les bruits. Et finalement, il crée dans ton cerveau, dans ta tête, une image 360 de ton environnement. Ben voyons donc. Absolument. Et évidemment, tu auras compris qu'en dehors de ton champ visuel, le reste de l'environnement est une espèce de décor un peu factice parce qu'on n'est pas certain si ce décor-là ne bouge pas en fonction des événements qui se passent en dehors de ton champ visuel. C'est pour ça que quelqu'un pourrait arriver dans ton dos et te matraquer. Mais généralement, notre cerveau réussit à reconstruire de manière assez réaliste un environnement qui est autour de nous à 360 degrés et il le fait inconsciemment par ces micro-mouvements, ces saccades de l'œil qui voient un peu plus grand, en fait, que ton champ visuel que tu sembles, toi, percevoir, et également à partir des sons tout autour de soi. On a mené cette expérience-là avec un groupe de gens qui étaient placés autour d'écrans sur lesquels on projetait des lettres. En fait, on projetait des L qui étaient placées de manière tout à fait désordonnée, et parmi ces L, il y avait un T. Et ces gens-là devaient identifier rapidement le T sur les écrans, et évidemment, plus il le faisait, plus il devenait aguerri à l'exercice. Et c'est ce qui explique pourquoi certains, par exemple, un professeur dans une classe, comme il se retrouve dans un environnement qu'il connaît bien, son cerveau a plus de facilité à recréer ce modèle 360. Et c'est ce qui permet comme ça d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Ouais. On va en reparler, OK, Christian, parce que je suis pas tout à fait convaincu. Je rappelle christianpage.ca pour ta conférence de demain soir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et merci à Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau, Larry Dufresne qui m'ont accompagné cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un beau long week-end des Patriotes. À mardi.